Bonjour à tous, bienvenue, c'est Symbiose. Et aujourd'hui, on accueille un entraîneur. Ça faisait un petit moment qu'on accueillait quelqu'un d'un staff. La dernière fois, c'était Karim Atamna, du coup, de l'Asvel. Aujourd'hui, on accueille, du coup, Guillaume Vizade. Déjà, merci pour l'entretien. Et bravo encore Ouais. pour ce sacre. Merci de m'accueillir. Bonjour à tous. Vous présenter pour ceux qui vous connaissent pas, votre parcours Donc, et... je m'appelle Guillaume Vidal, j'étais l'entraîneur de Vichy Clermont depuis 7 ans maintenant et je suis sélectionneur de l'équipe de France depuis 2 ans. Et l'année prochaine, je vais entraîner l'équipe du Mans en Betclic Elite. Ok. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui t'a poussé à devenir coach? Est-ce que c'est quelque chose de familial? Est-ce que le basket, ça a toujours été une passion? Ou comment ça t'a drivé un petit peu? Donc, ben, c'est pas forcément un sport qui est bien ancré dans ma famille puisque j'ai été le premier à vraiment faire du basket. Ensuite, il y a Ok. eu un de mes cousins qui a fait du basket avec moi aussi, moi j'avais une douzaine d'années quand j'ai attaqué le basket, 11 ans. Et donc comme je suis né en, pas 10 ans, parce que comme je suis né en 82, donc tu vois, c'est l'été de mes 10 ans, c'était les Jeux Olympiques de 92, et j'ai pris une licence de basket à la sortie de cet été-là. Et depuis, j'ai toujours été licencié. Euh, voilà, je suis venu au basket un petit peu par hasard, puisque ben, dans ma classe, en fait, il y avait quelques basketteurs et il y a une année, il manquait un joueur, donc il m'avait fait tester. Et puis en plus, pendant l'été, il y avait eu ces JO une nouvelle fois. Et puis voilà, c'est ce qui a lancé mon amour pour le basket. Ok, trop cool. Euh, Amine peut-être poser cette question parce elle est un peu particulière. C'est une question de Shaim. C'était, il voulait savoir, est-ce que pour toi, coacher les U20 ou coacher par exemple un groupe comme Vichy ou le Mans que tu vas faire, c'est différent dans le sens où ce qu'il entend, c'est que parfois il y a des coachs qui préfèrent le côté humain et du coup jeune de la formation plus que le côté basket en général. Et c'est le côté, est-ce que peut-être t'as pas peut-être peur de t'enfermer dans ce côté tout le temps jeune ou au contraire c'est un kiff et tu vois ça comme un à côté quoi. Non, mais la différence, elle est sur la temporalité. C'est-à-dire Ok. que les équipes de France, c'est sur une temporalité beaucoup plus courte. Donc forcément, les émotions sont exacerbées. Le fait qu'on défende notre pays aussi, c'est c'est des choses qui sont un petit peu différentes. Mais, euh, mais que ce soit en club ou que ce soit avec la sélection, l'enseignement, l'intégration de jeunes joueurs, le développement des joueurs, jeunes ou moins jeunes, et quoi qu'il arrive, c'est ce qui me passionne dans le métier. Et que je le fasse en sélection ou en club, pour moi, c'est un petit peu la même chose. Comment est-ce que tu décrirais ta philosophie en termes de coaching? C'est quoi les valeurs et les principes que tu essayes de passer à tes joueurs? Bah, la valeur principale, c'est une valeur de haute intensité. On essaye de pousser tout le monde vers le très haut niveau. Donc, les repères qu'on donne et qu'on entraîne, c'est de jouer à très haute intensité. Euh, Ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande également d'être capable de faire de multiples efforts, des efforts qu'il faut réaliser quand les choses vont bien dans notre sens et quand elles vont moins bien dans notre sens, ce qui permet en parallèle de développer forte, un fort caractère, un caractère qui nous a beaucoup servi, notamment durant cette campagne. On l'a vu. Euh, ouais, donc on va dire que ça, c'est un petit peu le préalable. On va dire, bah, pour pouvoir être coaché, faut être à 100%, il faut s'investir à 100%. Donc, on va dire que c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est un critère de partage. Donc, partager offensivement, ça se traduit par le partage du ballon. Ce qui donne de l'énergie, c'est que le ballon vive. Et puis, défensivement, l'idée de partage, c'est celle du partage du projet défensif, de cohésion défensive, c'est-à-dire que on est en même temps capable d'avoir une forte responsabilité individuelle, mais en même temps de s'entraider quand on a besoin de collaborer, voire de faire des rotations défensives. Ok. En rapport avec ça, est-ce que comment tu gères? Il y a peut-être des joueurs qui sont un peu moins talentueux, mais qui sont plus facilement coachables. Et on sait que des fois, il y a des joueurs qui ont plus de talent, qui sont pétris de talent, mais qui sont un peu moins coachables. Est-ce que comment tu gères cette hétérogénéité entre les gens qui ont des talents, qui sont peut-être un peu moins ouverts au collectif, si j'ose dire entre guillemets, parce que collectif c'est un mot très large, et ceux qui sont très tournés vers le collectif, par exemple. Déjà, au basket, le fait que bah,
les 5 joueurs soient quand même très, très importants, très impliqués dans toutes les phases de transition offensive, défensive. On a besoin de tout le monde. Il y a besoin de talents très divers. Et l'idée, déjà, c'est de reconnaître quels sont les talents de chacun. S'ils sont sélectionnés ou s'ils jouent dans des niveaux de championnat professionnel comme la Pro A, la Pro B, etc., très certainement qu'ils ont des zones de talent. Et donc, bon, c'est pour ces raisons-là qu'ils sont là. Donc, il faut essayer de les mettre en évidence pour qu'ils puissent prouver et démontrer qu'ils ont ce talent. Et puis, essayer de le mettre en évidence, c'est aussi leur donner parfois des ballons entre les mains dans des situations où ils vont pouvoir se mettre en évidence. Et après, il y a forcément une hiérarchie qui se dessine à l'intérieur de l'équipe. Et là-dessus, les joueurs, suivant leur moment de carrière, ils sont plus ou moins enclins à accepter le coaching parce qu'il y a des moments où ils peuvent avoir des doutes, il y a des moments où ils peuvent se questionner, il y a des moments aussi, ça leur demande beaucoup d'énergie de changer d'un projet club vers un projet de sélection. Donc tout ça, il faut l'aplatir un petit peu, échanger. Il y a des moments qui sont un petit peu intenses parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Donc on appelle ça, c'est des petits moments de vérité, des moments un peu d'effet miroir. On essaye de faire le point, de savoir où on en est, quelles sont les raisons pour lesquelles on a justement sélectionné ces joueurs-là, les limitations qu'on leur voit actuellement, les choses qu'on aimerait qu'ils fassent mieux, et puis aussi leur présenter l'idée de jeu qu'on veut mettre en place sur le terrain. Et il faut que tout le monde s'accorde autour de la table pour qu'on puisse être engagé à 100%. Ok. Déjà bravo, parce que je sais que c'est assez difficile dans le sens où vous avez peu de temps. Et mettre en place autant de choses en peu de temps, je sais que c'est, je pense, effectivement très intense. Et il y a des vacances qui vont être méritées, je pense. Un peu de ouais, mais ça, c'est dès le premier jour, en fait. Ouais. C'est-à-dire que l'information du temps, c'est essentiel. On essaye de gagner du temps, on court après le temps. On n'a qu'une trentaine de séances basket pour pouvoir se préparer pour un championnat d'Europe. Donc, il faut qu'on puisse travailler aussi en dehors des séances. Et l'une des premières choses, c'est quand on accueille les joueurs, on fait un point médical d'abord pour savoir si on peut les mettre sur le terrain. Et puis ensuite, un point d'évaluation pour justement commencer à évoquer leurs compétences, leur rôle, savoir aussi quelles sont leurs attentes pour que, en fait, personne ne soit là pour de mauvaises raisons. Ouais, pour être sur la même longueur d'onde et avoir au moins des positions claires sur où est-ce que tu veux avancer, quoi. Ce qui est logique au final. Ouais, c'est ça. Et ça, dès le premier jour. Ok. Du coup, ma prochaine question a fait un rapport avec un moment qu'on parlait un message parce que je sais plus pourquoi on parlait de. J'avais vu l'interview de Thomas Isalo avec Esquik. In one way, yes. In that way, it's difficult to scout our team because we have a lot of variations. The players are very, very familiar with the concepts. That's why it also helps to have continuity. And but the other part is if you look at how many set plays we have, it's not a lot, you know. So on paper, it's very simple to scout. We always say that, like Mike D'Antoni said this back in the day, is like the defense is always wrong. It's just up to us to find out how they are wrong. Okay. And if you have relatively few situations, you can practice these more. You can become more familiar with the solutions, and also you don't change the set plays during the season because something isn't working. You find a solution. Je crois qu'il disait que pour lui maintenant le basket, il n'y a plus une multitude de systèmes où on récite quelque chose, on récite plutôt un concept de basket. Et par exemple pour Thomas Isalo, on voit qu'il y a beaucoup de... C'est les écrans chez les petits, il y a beaucoup de mouvements avec écran, c'est un basket très rapide avec des rotations très larges mais très définies aussi qui peuvent changer. Est-ce que pour toi, le basket, petit à petit, il va se muer un petit peu dans cette idée de un concept plus fort que un playbook, en gros? En fait, le playbook, c'est quelque chose qui peut s'avérer rassurant, mais ce qui donne de la vie à un playbook, c'est qu'est-ce qui va le rendre dynamique. Ce qui va le rendre dynamique, c'est les différentes lectures des situations et comment on va punir les choix adverses ou les faiblesses adverses. Donc, pour pouvoir le faire, il faut qu'on puisse jouer toutes les opportunités. Et toutes les opportunités, c'est toutes les opportunités d'une possession. Donc, que sur les 24 secondes, on soit capable de jouer un basket de relance dans les premières secondes, peut-être créer un avantage, faire grandir cet avantage pour créer le type de tir qu'on souhaite. On sait qu'aujourd'hui, il y a des tendances qui sont
sont redoublés par les chiffres où on cherche des tirs à 1 au pourcentage dans la raquette ou des tirs à 1 contre 0, notamment à 3 points parce qu'ils ont plus de valeur. Donc, ça peut être ça peut être un objectif de rechercher ça. Et après, pour le rechercher, faut se dire quel type de moyens on peut mettre à disposition. Et ça va être suivant les compétences des joueurs qu'on a face à nous. Est-ce qu'on a des joueurs extérieurs justement qui ont de la vitesse et de la créativité qu'on va mettre en relation pour créer des erreurs défensives? Est-ce qu'on va vouloir s'appuyer sur un joueur qui peut être dominant dans le 1 contre 1? Si je fais le parallèle avec notre équipe U20, par exemple, on sait que Zachary Perrin, il était un des centres de notre attaque. Donc, quand on mettait la balle sur lui, ça permettait soit de créer du jeu, soit d'attirer des aides pour ensuite créer des décalages. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a pu mettre en évidence. Donc, c'est vraiment comment les joueurs s'adapter en fait aux différents systèmes défensifs. C'est ça. Et puis après, là où je rejoins Thomas également, c'est que finalement, on doit être capable de développer un basket qui répond aux problématiques défensives et on doit être capable de faire continuer, de vivre notre machine, quoi. Le jeu offensif, il doit continuer. S'il est stoppé et arrêté, c'est là où la défense devient dominante et où la défense prend le pas sur l'attaque. Donc, on a vu qu'on a parlé de continuité et d'attaque qui bouge. Est-ce que tu penses que c'est possible dans le basket actuel de faire une offense sans motion pick and roll, donc plus avec des écrans off-ball ou du coup, comme Dan Hurley il a pu faire avec UConn. Je sais pas si tu as suivi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors ce qui est intéressant avec UConn, c'est que justement, eux, ils parlent de concept et ils parlent même de layer. Layer, c'est des couches. Et donc, ils disent, en fait, suivant ce que propose l'équipe adverse, on va être capable de proposer différentes options qui vont amener soit des situations d'écran non porteur, soit des situations d'écran de pick and roll, soit des situations d'isolation qui peuvent être de post-up, du 1 contre 1 en dribble. Et tout ça, en fait, on va dire que c'est facilité en NCAA pour le mettre en place parce qu'ils ont quelques secondes de plus sur leur possession d'attaque. Ouais. Donc, ils peuvent perdre un petit peu plus, gagner un petit peu de temps, on va dire, à créer des avantages et les faire fructifier. Mais c'est possible aussi dans le jeu européen. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de concepts qui viennent s'ajouter. Par exemple, sur les cascades d'écran, on parle beaucoup de défense en top lock. Où les joueurs ils se mettent au-dessus de la ligne d'écran et ils veulent refuser que les joueurs sans ballon ils remontent par ce couloir. Okay. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand les joueurs ils vont partir ailleurs, par exemple sur un backdoor, comment les autres joueurs vont répondre? Est-ce qu'ils vont s'écarter? Est-ce qu'ils vont inverser l'écran? Et quel type de continuité on va trouver? Est-ce qu'on va retrouver du main à main? Est-ce qu'on va retrouver justement des tirs au large avec des joueurs intérieurs qui ont de la polyvalence? Est-ce qu'on va, au lieu d'aller chercher le joueur qu'on souhaitait, est-ce qu'on va aller en chercher un autre? Est-ce qu'on va aller chercher de différentes manières? Donc ça, c'est des questions qu'on se pose constamment pour développer notre identité de jeu. Ok. Donc comme je l'ai dit, c'est vraiment... Mais pour répondre peut-être un peu plus précisément, oui, c'est possible de jouer sans pick and roll. D'ailleurs, si vous avez regardé les matchs de l'équipe de France A, c'est l'équipe qui a utilisé le moins les pick and roll dans la préparation olympique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas en jouer plus pendant la compétition. Mais en tout cas, pendant la préparation, ils ont essayé d'orienter leur jeu sur les écrans non porteurs et sur ce qu'on appelle la mobilité postée, donc autour des joueurs intérieurs, comme Victor, par exemple, ou Rudy Gobert. Ouais, c'est vrai que quand tu as un joueur comme Wemby, ça aide un petit peu. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils ont aussi beaucoup joué en high-low avec Wemby et Gobert, mais il n'y a pas beaucoup de paires d'intérieur qui peuvent faire ça, je pense, dans la compétition. Ouais, c'est sûr. Par exemple, voilà, ils peuvent avoir ce point fort-là pour chercher cet axe du jeu et essayer de créer des avantages en forçant des joueurs à venir aider sur la relation entre Rudy et Victor, par exemple. Ouais, puis tu as des équipes aussi comme le Thunder de Denio, qui est une équipe qui fait énormément de driving kick au final, qui ne privilégie pas du tout le pick and roll parce que le 5-out te permet en fait d'attaquer l'espace sans forcément créer d'espace par les écrans en fait. Donc c'est hyper intéressant. Oui, c'est ça, mais après, voilà, c'est pour ça aussi qu'eux, ils ont un modèle de recrutement qui est plus orienté vers
vers des joueurs qui ont des profils longilignes, polyvalents, qui sont capables de jouer dans ces trois espaces, soit ballon en main, soit dans le tir de spot-up, soit en attaque en cercle ou sur du jeu positionnel. Et donc d'avoir des joueurs qui sont plus grands que la moyenne sur les postes de jeu, ça permet d'utiliser ces compétences-là. Ouais, on parlait de concept, pour le coup, là, le Thunder, on est vraiment sur un concept clair qui va peut-être, qui les a emmenés loin en playoff. Peut-être qu'il y aura des limitations dans le futur. On l'a vu avec le transfert de Hartenstein, qui a un peu le profil de hub offensif que le Thunder n'avait pas, mais c'est intéressant de suivre ça. Comment tu as décidé de la rotation dans l'équipe de France? Parce qu'on a vu certains joueurs de rotation qui ont été hyper importants dans les matchs, surtout sur la finale. C'est une question essentielle durant une campagne, c'est que même si on crée une hiérarchie, il faut qu'il y ait une dynamique d'équipe et que les joueurs soient capables de répondre au moment où on a besoin d'eux. Et comme on rencontre des baskets qui sont très différents, on a joué des équipes, par exemple, qui avaient un secteur d'intérieur très fort en préparation, comme la Lituanie, où dans ce cas-là, on pouvait utiliser beaucoup nos joueurs de grande taille, etc. À contrario, en finale, quand on joue contre la Slovénie, il y a quasiment aucun joueur poste 5. C'est pour ça que ça a été plus difficile de mettre sur le terrain un joueur comme Narcis Ngoy, par exemple. C'est pas du tout un manque de qualité de sa part, c'est qu'on a beaucoup plus joué avec 2, voire 3 arrières sur ce match-là, et notamment Aurel Brunasemi qui a bien profité de ce line-up pour sortir son meilleur match du tournoi. Ouais, c'est ça. Aurel et aussi même Lucas aussi qui a fait des bons petits passages. Donc c'est hyper important d'avoir une rotation large quand ça permet de t'adapter au basket qui joue en face, quoi. C'est ça. Et puis s'adapter, ça peut être des deux côtés du terrain, soit pour se créer un avantage, mais comme on était un petit peu plus sur des problématiques qu'on arrivait peu à résoudre, là on a plutôt essayer de trouver des line-up défensifs, donc utiliser plus de joueurs arrière pour justement contrer notamment Klavzar qui a fait une super finale. Ouais, il a fait un bon petit match. Il était un peu énervant, je pense. Ouais. Moi, j'avais une question, elle est peut-être un peu brouillonne comme ça. C'est, je pense au match contre l'Espagne. Comment est-ce que tu décides à un moment de laisser Noah sur le terrain, donc Noah Penda, parce qu'il fait un match un petit peu difficile au shoot. Dans le reste du match, c'est très bien, mais au shoot, on voit que les shoots rentrent pas. Et comment tu décides de laisser quatrième carton, parce qu'au final, c'est lui qui met le buzzer. Est-ce qu'à un moment, tu te remets un petit peu en question, ou t'as un doute, ou tu te dis que tu fais confiance à fond au joueur? De toute manière, la remise en question ou les doutes, elles font partie du cheminement du coaching tout au long d'un match. Donc, se questionner, c'est plutôt sain. Mais après, on regarde aussi beaucoup le match sous d'autres perspectives que seulement l'adresse. Oui. Et Noah, il fait quand même partie de ces joueurs qui sont très efficaces, voire efficients dans pas mal de secteurs, notamment le secteur du rebond, puisque en termes de rebond disponible sur le terrain, il a été notre meilleur rebondeur en pourcentage. Et puis, il est également aussi capable de beaucoup de polyvalence défensive. Donc, comme on avait une défense qui voulait beaucoup switcher sur les situations d'écran, lui, il nous apporte cette garantie de pouvoir tenir les duels, que ce soit vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Il est capable de défendre les 5 postes de jeu. Donc, pour ces raisons-là, on sait qu'il va continuer à trouver un moyen d'apporter à l'équipe. Et si on va un petit peu plus loin, si on regarde son plus-moins sur la durée de la compétition, il a été aussi un des joueurs qui nous a apporté toujours du positif. Donc, pour ces raisons-là, dans un moment difficile, on veut lui conserver de la confiance et qu'il mette à profit finalement ce leadership sur le terrain. Ouais, puis de toute façon, les joueurs aussi sont là pour apprendre. Il faut prouver que c'est des jeunes. Certes, le résultat, il y en a où ça importe énormément, mais il faut aussi parler de formation et d'apprentissage. Donc, des fois, l'apprentissage passe forcément par des mauvais moments. Moi, j'avais une autre question un petit peu axée là-dessus. Comment, justement, tu gères un peu la frustration? Je crois que j'ai en image le match de Modiawara contre l'Espagne, je crois. Oui, en fait, il est très agressif. On connaît Modiawara qui a une défense extérieure, moi, que je trouve énorme. Et il fait pas mal de fautes, je crois, en première mi-temps. Et du coup, forcément, il sort assez vite. Comment tu essaies de gérer cette frustration? Est-ce que tu mets des distances avec le joueur pour qu'il essaie de se calmer? Est-ce qu'au contraire, tu essaies de guider le joueur? Ou est-ce qu'il y a une approche différente selon aussi peut-être les joueurs? Comment ils gèrent, eux, leur frustration? Oui, je pense qu'il faut s'adapter. Hein. Le management qu'on propose, il est plutôt situationnel. C'est-à-dire que
Il y a des fois, on va de suite prendre en charge le joueur pour échanger avec lui. Il y a des moments, on va le laisser ruminer un petit peu. Il y a des moments, on va juste avoir un contact visuel ou quelques mots depuis le terrain et puis il va pouvoir continuer à gérer ça tout en jouant. Et puis aussi, on peut mettre à profit tout le staff puisque une autre des qualités de notre équipe, c'est le staff et notamment que bah voilà, Thomas Andrieux, Bienvenu Kindokli, Jonathan Nebou, ils puissent choper les joueurs quand ils sortent sur le terrain, du terrain et échanger avec eux, puisque comme on est très aligné sur les attentes qu'on peut avoir d'eux ou du jeu qu'on veut proposer, ils peuvent les recadrer dans ce sens-là également. Ok. D'où l'importance du coup de connaître ces joueurs et de faire un groupe où tu connais les joueurs parce que du coup tu vas connaître comment ils vont réagir. Et c'est ça que je trouve impressionnant, moi, c'est que en peu de temps, il faut savoir comment chaque joueur va réagir en fonction de lui, mais aussi en fonction du groupe. Et du coup de bien cibler les besoins, quoi. Savoir un petit peu comment ils réagissent, c'est toujours un avantage, mais il ne faut pas non plus être enfermé dans le passé, parce que le joueur, il n'est que la somme de toutes ses expériences. Et donc, ces expériences, elles sont vivantes. Et donc là, tout de suite, il est en train de vivre quelque chose qui peut-être est inédit pour lui, pour plein de raisons. Peut-être que le rôle qu'il a tout de suite, la situation dans laquelle on est au sport, le fait d'être dans un championnat d'Europe, tout ça accumulé, ça donne une situation qui est peut-être nouvelle pour lui et qui va du coup générer des émotions nouvelles et on peut pas simplement finalement le traiter en disant ah ben lui il est comme ci donc si j'applique cette méthode il va y avoir tel résultat. Ces schémas-là en fait sur la relation et sur le management ils sont un petit peu trop réducteurs. Donc il faut rester surtout connecté à l'humain, essayer de voir dans quel état il se trouve à ce moment-là. Et peu importe finalement les infos qu'on a eues au préalable, il faut garder un œil neuf sur la situation. Ouais, mais c'est vrai que la pression en club ou la pression quand tu représentes ton pays, je pense qu'elle est différente. En plus, tu es à l'étranger. Enfin, il y a beaucoup de facteurs qui font, je pense, qu'un joueur peut réagir différemment. Puis le côté, tu es en demi-finale contre l'Espagne, on connaît notre passif avec l'Espagne. Il y a aussi, je pense, le côté compétitivité quand tu es jeune, que peut-être certains ont du mal à gérer, et d'où le côté évolution. C'est ce que tu dis, voilà. Jouer contre l'Espagne, par exemple, comme il y a eu cette génération-là, elle a perdu un titre, par exemple, en finale de Coupe du Monde l'an dernier contre l'Espagne. Donc, forcément, en étant mené, les comportements vont être exacerbés. Donc, si nous, on n'est pas capable de prendre en compte cette notion-là, certainement, on va se tromper. Et c'est pour ça que un joueur comme Noah ou comme Zachary ou comme Alexandre Bouzidi qui étaient là l'an dernier, qui ont vécu cette situation, quand ils vivent leur match, il y a quelques émotions qui sont un petit peu surreprésentées. Donc, notre rôle à nous, c'est de les accompagner pour qu'ils puissent se dépasser dans ce contexte-là. Oui, puis au contraire, s'il y a un petit peu d'attente et de stress, il faut essayer, je pense, de prendre ce stress pour en générer du positif. Des fois, la génération d'émotions n'est pas forcément négative, et du coup, ce stress, tu peux en tirer du positif plus que du négatif, quoi. Ça dépend surtout quand on veut un jeu avec beaucoup d'énergie. Tout ce qui entraîne de l'énergie, donc la friction, c'est une énergie, donc quand il y a des émotions, c'est une énergie. Donc il suffit l'objectif c'est de la rediriger. Moi j'ai une question parce que c'était quelque chose qu'on avait parlé justement avec Modiawara où ils avaient du mal contre la zone contre l'Espagne la dernière fois qu'ils avaient joué. Et est-ce que dans le tournoi vous avez eu le temps de préparer un petit peu pour la zone, parce qu'on sait que c'est un débat qu'on a beaucoup aussi qu'on a vu sur le réseau dans le basket français, que on est mal préparé tactiquement pour la zone ou s'y attendait sans vraiment s'y attendre. Alors il y a deux biais en fait par rapport à ça. C'est que déjà, je pense qu'on observe très mal la performance des équipes de France vis-à-vis de la zone, puisqu'on les observe de manière complètement fermée, c'est-à-dire non connectée à la performance des autres équipes du même âge face à la zone. Donc, quand on compare les performances face à la zone, on se rend compte qu'on n'est pas parmi les mauvais élèves des tournois, en règle générale. Et en plus, il faut aussi se dire que la zone, c'est un outil qu'utilisent beaucoup des nations sur lesquelles on joue pour essayer de diminuer notre impact athlétique. Donc c'est plutôt parce qu'on a une force que les adversaires essayent d'utiliser la zone pour réduire notre force. Donc finalement, une fois qu'on a dit ça, il faut rentrer dans l'observation et dans le détail. On se rend compte que nos performances offensives, elles sont pas moins bonnes en termes de points par possession,
contre la zone que contre la défense individuelle. Et là, j'ai pas encore fait le détail de tout le tournoi, mais l'an dernier, par exemple, alors, on avait été l'équipe la plus performante contre la zone sur le tournoi U20. Donc c'est des choses sur lesquelles, quand on observe en profondeur, on peut se dire, ben oui, il y a des générations où il y a des moments dans les matchs où on a des difficultés, mais peut-être pas plus que les autres nations. Et puis, il y a aussi des moments où on a des moments de performance, et ceux-là, ils sont peu soulignés. Par contre, là où il faut quand même continuer de travailler et d'améliorer face à ces choses-là, c'est surtout sur les attitudes individuelles. Et là, ce qu'on renvoie, c'est pas la problématique de la zone, mais c'est plutôt certaines attitudes individuelles qui sont encore à améliorer si on veut être plus performant dans le basket international. Moi, je voulais poser une question sur qu'est-ce que tu dis aux joueurs après la victoire contre l'Espagne, étant donné le fait que ce soit un peu un match à part. C'est contre le rival historique, l'Espagne, victoire au buzzer. Mais comment tu fais pour les féliciter, mais les garder, les faire rester les pieds sur terre? Parce que c'est quand même qu'un quart de finale au final. En fait, le discours, ce qui nous a été favorable, c'est qu'on avait une journée de repos le lendemain, avant de rattaquer les demi-finales. Et donc, le premier mot d'ordre, c'est de profiter. Et justement, il faut accepter de se faire d'être rempli un petit peu d'énergie positive, parce que ça nous crée une ressource pour récupérer plus vite, et on aura le temps de passer à autre chose, à l'adversaire suivant dès le lendemain. Donc au contraire, le finish un peu extraordinaire, on peut le voir sur le terrain, c'est une espèce de délivrance, c'est quelque chose qui est surprenant, ça génère beaucoup de choses positives. Donc pour moi, il faut pas couper une équipe de vivre les bons moments, parce que sinon, qu'est-ce qu'on vit? On vit que des moments difficiles et on vit que dans le stress. Donc il y a des moments qui sont très positifs, faut aussi savourer, et puis après être capable de passer au moment d'après, au moment voulu. C'est-à-dire que nous, avec le staff, dès qu'on a eu mangé, on est passé dans la préparation du match contre la Grèce. Et puis, dès le lendemain matin, on a commencé à travailler en vidéo avec l'équipe pour préparer le match de la Grèce. On avait un entraînement l'après-midi. À partir du moment où on a remis les pieds dans la salle, soit en vidéo ou soit sur le terrain, mais c'est là qu'on a refocus les gars et qu'on a, entre guillemets, relativisé le match du quart de finale, puisque notre objectif à nous, il était à ce moment-là de gagner la demi-finale, puisque notre rêve à nous, c'était de finir avec la médaille d'or. Donc, on reprenait notre cheminement étape par étape. Ouais, comme tu as dit, c'est pour prendre le meilleur des émotions. Donc, c'est certes l'euphorie, il ne faut pas la canaliser. Au contraire, il faut en prendre pour en tirer le meilleur, pour que cette énergie soit positive, en fait. C'est ça. Okay. Puis bon, ces garçons-là, normalement, ils sont en vacances. Tous les gars de leur âge, ils sont en vacances. Ils sont là aussi pour vivre des choses extraordinaires. C'est pour ça qu'ils s'investissent. Battre une équipe, quoi qu'il arrive, à la dernière seconde sur un quart de finale, c'est une émotion intense. Le faire contre une équipe, on sait, qui était l'équipe favorite de cet Euro, ça l'est encore plus. Donc, il faut en profiter. Yes. Du coup, j'ai une question. On a fini de parler de l'Euro. Est-ce que tu regardes beaucoup, par exemple, de NCAA ou de basket américain, et est-ce que tu essayes d'importer ça en Europe? Est-ce que tu le modifies? Comment tu... Parce qu'on sait que la NCAA, il y a énormément d'équipes, du coup, il y a énormément de systèmes de jeu. Comment tu essaies de gérer tout ça? La première chose, c'est que je me nourris de tous les types de basket, avec des correspondants qui sont un petit peu dans toutes les ligues, en Europe, mais aussi en G-League, en NBA, en NCAA. Et que le jeu universitaire, il a une richesse, c'est qu'il y a des gens qui sont en place depuis longtemps dans les programmes. Donc, du coup, ils ont développé des méthodes en profondeur, que ce soit sur des aspects défensifs, offensifs, sur leur méthode d'entraînement, sur le développement des joueurs. Donc, pour toutes ces raisons, ça reste un championnat qui est intéressant à observer. Intéressant à observer aussi parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont venir en Europe à un moment ou à un autre. Donc, on les regarde souvent. Et puis, après, il y a de la créativité. Il y a de la créativité sur pas mal de situations. Donc, il y a des idées à prendre. Ensuite, on vole tout le temps des idées à droite, à gauche.
on les réadapte à notre équipe, aux qualités de nos joueurs. Des fois, on prend une situation et au lieu de la faire, je ne sais pas si c'était une solution pour un meneur de jeu, nous, on veut mettre en évidence un arrière ou un poste 3, ben, on va utiliser la même situation, mais en changeant un petit peu les espacements. Donc, ça, c'est des choses qu'on va piquer, transformer et adapter à notre équipe. Ok. Après, il y a des équipes que je regarde plus que d'autres. Par exemple, l'aspect défensif de Baylor. Le jeu de contre-attaque relance de Alabama. Bama has started this game 3 for 6. That's a shot block. Estrada high over Broom. What a... He wasted no time taking over the SEC. Nice pass, and Nelson. Ole Miss. Substitutes in the game. Ryland Griffin now on the floor for Alabama. And another hard drive. Une équipe comme Yukon dans sa voilà dans le développement de son jeu offensif. You get these couple of stops. You can put some game pressure on UConn. Because right now UConn is running their stuff. Calcaterra dropping dimes. Ensuite, des équipes dans lesquelles je connais bien certains membres, comme à Santa Clara par exemple, où j'ai des joueurs qui y sont, comme il y avait Adam Abal là-bas, ou à Stanford avec Maxime Reynaud. Donc voilà, il y a toujours des bonnes raisons d'observer le championnat universitaire. Est-ce que tu te sers d'autres sports, comme des coachs de foot ou de basket, on peut le dire, qui servaient d'autres sports pour voir le basket d'une manière différente? Ouais, bon, déjà le football, ça fait partie de notre culture. Donc comme on comprend, en tout cas, on a des éléments qui nous permettent de bien comprendre l'activité. Il y a des choses à prendre. Une chose qu'on a beaucoup pris dans le football, par exemple, c'est toute qu'on appelle l'intégration, la préparation physique intégrée. Je pense que nous, on a un sport qui s'y prête énormément de travailler physiquement à travers le sport, puisque on a besoin de phases jouées avec beaucoup de prise de décision, donc ce qu'on appelle l'intelligence tactique. Plutôt l'école du foot portugaise qui est arrivée, c'est lié avec l'université dans les années 80, 90 et qui a été mise à l'honneur ensuite à travers Mourinho beaucoup, mais Bielsa, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on peut prendre au foot. Après, il y a d'autres choses qu'on peut prendre au football, c'est les comportements des managers, puisque avec la haute pression qu'ils peuvent subir, il y a des éléments qu'on peut repérer, qu'on peut copier, qu'on peut utiliser. Surtout qu'eux, ils parlent à des groupes plus larges, donc les problématiques qu'on rencontre, ils les rencontrent de manière démultipliée. C'est vrai dans le rugby aussi, puisque eux, ils se préparent à faire un sport collectif, mais qui est plus orienté vers le combat. Donc, il y a des éléments à apprendre pour savoir comment ils préparent les gens à aller au contact, à absorber les chocs, à savoir qu'ils vont devoir s'entrechoquer, mais aller quand même sur le terrain. Donc, il y a des éléments qu'on peut prendre. Et puis, dans les sports individuels aussi, dans la préparation mentale, dans l'approche, il y a des choses à dupliquer dans notre activité. Donc, on est toujours un petit peu en veille. On a la chance en France, avec la NS notamment, d'avoir pas mal d'échanges entre les entraîneurs. Là, on s'est préparé au Krebs de Vichy, puis ensuite au Temple-sur-Lot. Et à chaque fois, il y avait d'autres disciplines qui étaient là. Donc, ça permet de multiplier les échanges aussi avec des cadres techniques d'autres sports. Ok. Et je voulais juste dire, d'ailleurs, en parlant de la formation portugaise, il me semble que eux,
vu que les entraîneurs de foot, ils se forment à l'université. Il me semble Oui. que dans leur cursus, ils sont obligés de suivre des cours d'un autre sport pour Alors, ils voilà, sont. avoir cette Ouais. Ouais. En fait, différence. c'est le modèle qu'on avait, nous, à l'université, quand un petit peu, si tu veux, pour le professorat de sport, sauf qu'après, ils prenaient une spécialisation pour devenir des entraîneurs de foot. Sauf que ce modèle-là, depuis les années 80, il n'existe plus en France, puisque ben, les fédérations ont repris la formation des entraîneurs professionnels en parallèle de la création des ligues professionnelles. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux modèles, mais l'avantage d'être toujours lié avec l'université, c'est d'avoir des gens qui travaillent sur l'observation en profondeur de l'activité. Et je pense que bon, ça nous a permis aussi dans le basket sur les dernières années de reprogresser sur la manière de comment entraîner les gens dans le tir, notamment avec cette idée de oui, on répète un geste quand on fait de l'adresse, mais maintenant on a la connaissance que ce geste il n'est jamais le même. Donc on ne cherche pas à avoir un geste parfait, mais on cherche à plutôt développer une capacité à tirer dans de multiples situations. C'est pour ça que vous voyez, je sais pas, Stéphane Curry ou Kevin Durant s'entraîner de manière ben, assez ouverte avec pas mal de multiplication de situations pour développer leur adresse. Ok. Et donc ça vient de travaux d'études qui sont issus de l'université. Comment est-ce que tu vois l'évolution du basket en France dans les prochaines années? C'est quoi les domaines à améliorer là où on est déjà bon? Là où on a eu une accélération de la performance, c'est sur l'évaluation, l'entraînabilité, l'intégration des jeunes joueurs dans le monde professionnel, qui développe le potentiel du basket français. Maintenant, il faut qu'on réussisse à atteindre la zone de performance. Cette zone de performance, elle vient par un basket de très haute intensité. On voit que les modèles qui performent aujourd'hui, comme on a pu le voir même durant la préparation avec le Canada, l'Australie, les États-Unis bien sûr, ou même des nations émergentes comme l'Allemagne qui a gagné un titre l'an dernier, ils réussissent à développer un basket de très haute intensité. Et donc, nous, on a les outils pour le faire. On a on va dire la matière première, le potentiel, et on a des générations qui arrivent avec aussi une forte ambition. Donc, il faudra très certainement qu'on fasse là aussi évoluer encore et encore nos méthodes d'entraînement. De toute manière, c'est une dynamique qui s'arrête jamais. Il faut se questionner, regarder ce que les autres font, que ce soit dans notre activité, chez les autres, dans les autres activités, pour continuer d'aller améliorer le système athlète et ce qu'on propose sur le terrain. Ok. Ok, je suis totalement d'accord. Surtout qu'on voit qu'on a de la chance d'avoir une formation quand même qui est très physique en France. Tu vois, on parlait par exemple de la zone, je pense à l'Espagne, où l'Espagne, on forme peut-être des joueurs un peu plus cérébraux, même si j'aime pas ce terme. En France, on est très axé sur le côté physique et athlétique. Et je pense qu'effectivement, il faut en sortir le meilleur de ses qualités, parce qu'on a quand même, on regarde par exemple sur le poste 3-4, dans les prochaines générations, les Salone, Rizaché, Modiawara, enfin on a quand même des athlètes énormes et ce serait dommage de mal les utiliser quoi. Ouais, après, là aussi, je pense qu'il faut tordre le cou à un préjugé. C'est-à-dire que oui, la capacité physique, c'est ce qui est évident quand on observe un joueur. Donc, quand on voit des joueurs aux dimensions physiques comme on peut avoir les jeunes joueurs français, ça saute aux yeux. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, Victor Wembanyama est un des meilleurs profils au monde ou que Zachary Rizaché a aussi été choisi en numéro 1, c'est grâce à leur QI basket. C'est que c'est des joueurs qui sont très fins, qui sont très intelligents. Et ce qui est reconnu aujourd'hui, même au niveau européen, quand on joue contre les autres nations, c'est qu'on leur pose une double problématique. C'est qu'on a des joueurs qui ont des capacités athlétiques de très haut niveau, mais qui en même temps ont développé des savoir-faire pour jouer au basket de la bonne manière, c'est-à-dire avec des bons choix, avec de l'intelligence. Et c'est vrai qu'on met, je pense, beaucoup en avant les morphotypes et les qualités athlétiques de nos joueurs. Mais quand on gagne des titres, euh, et quand on est performant sur la scène internationale, comme le basket français peut l'être depuis des années, c'est la caractéristique physique, elle passe au second plan. C'est-à-dire qu'elle est indispensable, oui, mais celle qui fait la différence, ça reste celle de la prise de décision. Et pour la prise de décision, il faut de l'intelligence situationnelle, il faut être capable de prendre ça. Et là-dessus, je trouve que sur les 2 dernières générations, il y a eu une forte accélération, en
tout cas, c'est beaucoup plus commun de trouver ces gamins qui sont capables de bien décider, même sous pression. Ok, j'ai l'impression que c'est un peu le cas dans le basket moderne. Comme je disais, c'est que comme on a plus forcément le playbook et maintenant on a des concepts, les joueurs s'adaptent mieux. Les joueurs, du coup, sont plus amènes à prendre des décisions plus que répéter une décision qu'ils ont vue à l'entraînement. Du coup, il y a le côté où on s'adapte et du coup, forcément, on gagne en intelligence de jeu, quoi, en fait. Ouais, et donc si on pousse plus loin ta réflexion, ceux qui doivent débloquer ça par l'entraînement et par la pédagogie, ce sont les entraîneurs. Et ça, dès le plus jeune âge. Mais il faut être en capacité de laisser de la place à la créativité, à la prise de décision, à l'erreur, pour pouvoir qu'ensuite les décisions s'améliorent, que l'efficacité vienne. C'est pas toujours évident. Il faut se remettre en question et puis il faut aussi sortir de certains schémas. Victor parlait par exemple des entraîneurs qui lui ont laissé monter la balle, prendre des décisions, prendre des tirs à 3 points. S'il avait été enfermé dans un schéma de taille, comme tu es le plus grand, tu dois rester le plus proche du cercle et ne pas poser la balle au sol, il ne serait pas devenu le joueur qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, le fait qu'il ait eu de la place et qu'en même temps il ait eu le caractère qui lui permette de continuer de se développer, de prendre des initiatives, plus son éducation, son environnement, ça fait qu'aujourd'hui, même s'il a 20 ans, il fait partie des tout meilleurs joueurs mondiaux. Et c'est ce que je trouve aussi très intéressant avec l'interview de Isalo, c'est qu'il expliquait que maintenant, peut-être que les coachs ont peut-être moins le contrôle encore sur le match parce que justement, il n'y a pas tous ces systèmes. Mais du coup, ça laisse plus de créativité et d'inspiration aux joueurs parce que comme les joueurs savent que le concept, ils l'ont bien cerné, ils arrivent à s'adapter justement aux systèmes différents. Il n'y a pas ce côté où le coach, maintenant, c'est un peu l'image du coach qui est la tête pensante et qui joue. Les joueurs aussi peuvent penser eux-mêmes et peuvent du coup s'adapter eux-mêmes sans passer forcément par le coach. C'est nécessaire, on sera toujours plus fort avec une quinzaine de cerveaux, staff et joueurs compris, que s'il n'y a qu'une seule personne qui se donne le droit ou l'autorisation de prendre des décisions. Donc je pense que ça, c'est une nécessité. Je pense que Thomas, là-dessus, il l'a bien compris et que notre rôle à nous, c'est de conduire à l'autonomie. Et conduire à l'autonomie, ça passe par des méthodes d'entraînement qui stimulent la prise de décision, la concertation entre joueurs, utiliser le huddle à l'entraînement, parfois laisser les joueurs prendre la plaquette et dessiner quelque chose. Ça permet aussi d'évaluer, de voir qu'est-ce qu'ils comprennent et qu'est-ce qu'ils expliquent quand ils utilisent une plaquette. Puisque des fois, on a la surprise de voir que finalement, on n'est peut-être pas aussi bon pédagogue qu'on le pensait. Donc, on essaye d'utiliser tous ces moyens-là pour que, face aux situations, l'équipe soit en capacité de réaction. Je vais vous donner un exemple, c'est qu'avant le tir contre l'Espagne, en fait, on a un temps mort. Et donc, sur ce temps mort, notre choix, c'est de mettre la balle dans les mains de Romain Parmentello. Et donc, on le libère, il a la balle dans les mains, il lui reste 7 secondes quand il reçoit le ballon. Et donc, l'idée, c'était que ce soit lui à la création. Et finalement, son ballon est contré, et quand il sort, il reste 3 secondes, et là, on n'a plus de temps mort. Et donc, à ce moment-là, Romain, il dit, non, c'est moi qui vais faire la remise. Et Noah dit, je veux le ballon. Et il se démarque et il va prendre un tir. Et en fait, on ne cherche pas une situation parfaite à ce moment-là. On cherche que les joueurs ils soient en capacité de prendre leurs responsabilités, d'assumer que ça marche ou pas, mais qu'en tout état de cause, à minima, on ait un tir. Le tir, il va rentrer, il ne va pas rentrer. Mais à minima, on ait un tir. Et que la pire des situations, et ça, je pense qu'il faut l'anticiper et l'entraîner, ce serait de ne pas shooter, de perdre le ballon et finalement de perdre sans avoir eu la chance de marquer. Et donc à ce moment-là, c'est vrai que sa prise de responsabilité a été payante, mais elle est surtout le résultat d'une manière de faire qui laisse aussi de la place aux joueurs pour dire non, mais moi, je vais prendre la responsabilité et je pense qu'on en a besoin, nous aussi, en tant qu'entraîneur. Ouais, puis ça fait partie de l'apprentissage, comme on dit, quand tu as 19 ans, 20 ans et que tu essaies de te muer en tant que leader et d'apprendre de tes erreurs ou des acquis, c'est hyper intéressant. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cet entretien. Si tu as un mot de la fin à ajouter, que ce soit déjà bonne chance pour l'année prochaine, du coup en Basket 8, on a hâte de te suivre avec Noah en plus, donc ça va être cool de retrouver le joueur. Si tu as un mot de la fin ou un message à faire passer à ceux qui nous écoutent, n'hésite pas. Non, écoutez, je prends toujours plaisir à partager sur le basket et encore plus. C'est encore plus facile après une expérience comme celle du championnat d'Europe. Donc,
voilà, merci en tout cas de suivre le basket et de relayer les trucs pour les jeunes. Ça, je pense que c'est important aussi. Ça permet d'éduquer et de suivre le basket français sous un autre angle. Il faut. Donc merci, on va continuer. C'est un petit boost. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao.